Bonjour à tous et bienvenue dans Boîte de Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur. Il a joué dans plus de 75 films. Et quel film avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Yves Boisset, Chabrol, Rivette. Mais Jean-Pierre Calfon, car c'est bien lui qu'on reçoit, c'est aussi une histoire d'homme. Un homme libre. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue à vous. Bonjour Marc. On va commencer un petit peu par votre jeunesse, parce qu'elle a été quand même formatrice. Vous étiez un enfant très turbulent, vous avez même fugué, il me semble. Ah oui, c'est ça, un sauvage. Un sauvage. À quel âge À 15 ans, à 15 ans j'ai quitté le domicile familial, j'ai fugué, quoi. Après, j'y suis revenu, quoi, parce que j'ai mis une frontière entre mes parents et moi, j'étais en Belgique. Ouais. Donc, ils me cherchaient en France et j'étais pas là. Mais j'ai fait des conneries en Belgique, donc je me suis fait choper par la police et on m'a mis en tôle à Bruges. Et puis après, on m'a ramené à Paris, et on m'a mis dans un centre de délinquants. Voilà. D'accord. Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert les arts un petit peu, non? Mais... C'est-à-dire que je voulais faire de la musique. Je pouvais pas faire de la musique chez mes parents. J'amenais trompette, trombone, guitare, tout. Je me faisais jeter. J'avais pas le droit de faire de la musique. Pour musique, ils avaient peur que je termine comme Clodo, quoi. Mes parents. Et donc, c'est pour ça que j'ai fugué. Mais j'allais pas faire de la musique quand je vivais n'importe comment, dans la rue, habiter à droite, à gauche, n'importe où. J'étais quand même, je déboulais, quoi. Je déboulais dans la vie. Et petit à petit, j'ai fait un peu n'importe quoi. D'abord, j'ai travaillé, je chargeais, je déchargeais des camions. Je travaillais aussi dans un truc de pharmacie où je rentrais les produits dans les boîtes, tout ça, quoi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à connaître des gens. Et mon père m'a dit un jour quand même, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je dis, je sais pas, on sait pas. On m'a dit qu'on pouvait décorer des vitrines. Alors je voudrais décorer des vitrines. Voilà, c'était mon ambition. Il m'a dit, mais si on fait ça, pour faire ça, il faut faire une école de décoration. Et on m'a mis dans une école de décoration. J'ai passé un an là. J'ai passé après un concours pour rentrer à l'école des métiers d'art. Et puis à l'école des métiers d'art, au bout de 3 mois, j'ai fait n'importe quoi encore et je me suis fait jeter. Et voilà. Mais par contre, c'est là que j'ai commencé à connaître des gens qui allaient dans des cours de théâtre, des gens qui faisaient de la musique et tout. Alors j'ai fait un peu de musique, j'ai appris un peu de guitare. Et puis j'ai suivi des gens dans des cours. J'étais juste auditeur, j'avais pas d'argent pour payer les cours. Donc voilà. Et ça m'a intéressé. Puis je me suis glissé dans une troupe qui allait jouer quelque chose. Oui, parce que vous étiez danseur, non? C'est ça? J'ai fait aussi de la danse, oui. C'est là que je suis rentré avec ce Jean Serry qui travaillait à l'opéra, qui montait un spectacle, L'Autre Île de Jean de la Barande. Et là, il y avait des danseurs et des acteurs. Et là, la danse m'a intéressé. Lui, il faisait de la danse moderne. Hein. C'était pas de la danse trop classique parce que c'était un peu tard pour moi de commencer ça. Mais ça m'intéressait. Puis je pensais que c'était bon pour le corps, quoi, pour le corps. Et voilà, il fait ça. Et petit à petit, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait des spectacles de danse et j'ai terminé ma carrière de danseur au Folies Bergère. Exactement, pendant plusieurs mois, 5 mois, c'est ça? 5 mois, pendant 5 mois, et c'était mes premiers vrais sous gagnés dans un métier dans les métiers de la scène, quoi. Voilà. Très bien. Et alors, c'est drôle, c'est avec la danse que vous êtes arrivé au théâtre. Non, c'est pas avec la danse. Enfin, en même temps, si, parce que j'ai été engagé par une danseuse pour jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelait La Punaise de Mayakovsky au théâtre de l'Atelier, montée par André Barsac, qui en était à l'époque le directeur. Et là, il y avait des numéros de danse à faire, des danses russes. Voilà. Et donc, j'ai fait ça, voilà. J'ai fait ça. Là aussi, j'ai gagné un peu de sous. Comme ça, voilà. Et puis j'ai commencé à aller dans un cours de théâtre du TNP de Jean Villard. C'est le cours du Lin, mais c'était au TNP. Et là, j'ai pris quelques cours, mais j'étais un peu fumiste, j'arrivais pas à lire les pièces. Donc, je voyais une scène, je voyais des gens passer une scène. J'avais une bonne mémoire, je la retenais très vite. Et je passais la scène, mais j'avais pas lu la pièce. Du coup, pour jouer, c'est compliqué alors. Pardon? Du coup, pour jouer, c'est compliqué. Bah, Pour savoir le personnage. Ne pas savoir d'où vient le personnage et où va la scène, où va la pièce, quoi. Ah oui. Oui, c'était un peu aléatoire.
Mais bon, dans des cours, on passe des scènes seulement, on passe pas Bien toute la sûr, pièce. bien sûr. Mais après, je me suis mis à jouer. Il y a quelqu'un qui m'a embarqué dans des pièces, dans des matinées scolaires pour jouer une pièce de Emmanuel Robles, Montserrat, Emmanuel Robles, et puis aussi des pièces de Lorca, Tom Perlin-Plin, voilà. Et donc, j'ai fait des petites tournées comme ça dans des petites salles de banlieue. Voilà. Des scolaires, l'après-midi, tout ça. C'est formateur, quoi, c'est ça. Et puis, moi, après, j'étais pas très patient pour chercher des rôles et me faire jeter dans des castings, quoi. Donc, j'ai décidé de monter une pièce parce que j'avais vu une scène passée par des acteurs au cours du Lin chez Villard. Et ça m'avait beaucoup plu, cette scène. Donc, j'ai trouvé le bouquin, j'ai trouvé la pièce, là, je l'ai lu en entier, et j'ai monté la pièce. Voilà. Est-ce que c'est la pièce, parce que c'est grâce au théâtre que vous avez tourné dans votre premier film au cinéma? Oui, aussi, il y a ça, oui. Parce qu'il tournait un film dans le coin. Donc, moi, je jouais au festival de Saint-Malo, Oui. dans une pièce de Gelderode, Barabbas. Je jouais le Christ qui ne dit rien. Donc, j'avais pas à apprendre du texte. Et, il m'a vu là-dedans. Il y avait aussi un autre spectacle de Shakespeare, c'était Othello, dans lequel je jouais un petit rôle, là, qui parlait, quand même. Et donc, mais je jouais Jésus, le Christ qui ne dit rien. Donc, il m'a dit, il était en train de tourner un film, le 7e jour de Saint-Malo, il avait besoin d'un personnage pour faire un curé. Il s'est dit, s'il est capable de faire le Christ, il pourrait bien faire un curé. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était le premier film, c'était en 1959. Et le deuxième film, c'est en 1963. C'était quoi? Le Concerto de la peur. Ouais, le Concerto de la peur. Ou la drogue du vice. Exactement. Ça, c'était prémonitoire pour moi. Et comment vous oui, c'est vrai que vous avez une vie un petit peu aventureuse après. Un peu désordonnée, disons. Et comment vous êtes arrivé à connaître Claude Lelouch? Je sais pas. Il y avait un agent à l'époque, enfin les agents, les frères Béard, et ils m'ont envoyé pour un casting chez Lelouch. Et c'était pour un film qui s'appelait L'amour avec des scies. Il m'a pas pris pour ce film-là. Et puis bon, ma photo est restée dans son tiroir. Et quelques temps après, il a fait un autre film et il a retrouvé ma photo et il m'a appelé. Voilà, c'est comme ça. Des fois, on n'est pas prêt pour un truc et puis voilà quoi. J'ai repassé un casting avec lui et il m'a engagé pour jouer une fille et les fusils. Oui, La fille et fusil. Et après, vous avez tourné 6 ou 7 films avec Claude Lelouch. Plusieurs films. Plusieurs films, ouais, 6 ou 7, je dirais. Il y a un film charnière dans votre carrière quand même, qui est un film de 4 heures de Jacques Rivette, L'amour fou. Ouais, 4h12. 4h12. Et qui est sorti 2 ans après le tournage. Ah bon? C'est ce qui se dit en tout cas. C'est possible. C'est peut-être un mythe, hein. C'est possible, ça, j'ai pas surveillé je surveille pas les trucs. On fait un truc, après on part sur autre chose, et voilà, quoi, je sais pas. Je savais pas. Ah bon, il est sorti 2 ans. 2 ans après. C'est-à-dire qu'il a dû avoir du mal à le monter, et puis en plus, comme le film durait 4h12, je veux dire, c'est très embêtant pour les exploitants, parce que c'est des films de 1h30, 2 heures. Bien sûr. Pour faire plusieurs séances dans la journée. Un film de 4 heures, on peut faire 2 séances, 3 séances au maximum. 2 séances, voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent prendre le risque de faire ça parce que ça leur fait perdre de la clientèle, quoi. Voilà. Je parle des exploitants. Hein. Donc, voilà. Est-ce que vous avez ressenti dans votre carrière un avant et un après Jacques Rivette dans les rôles qu'on vous proposait? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça n'a pas changé? Non, parce que dans L'amour fou, je joue un metteur en scène, qui est dans une histoire d'amour qui se délite, qui se défait, qui est en train de se déconstruire avec Bulogier, qui était ma partenaire. Et voilà. Après, j'ai beaucoup joué des voyous, oui. ou des mauvais garçons, quoi. Mauvais garçons. Et ça n'avait rien à voir avec ce film-là. Dans un des derniers films que vous avez fait, enfin, Total Western, qui date des débuts 2000,
Ah oui, oui. Total Alors, Western avec Samuel Le Bihan, ah oui, vous jouez un voyou incroyable. vous l'avez vu, Ah oui, oui. j'avais vu au cinéma, je l'ai en DVD, Il est bien, hein. il Moi, est incroyable. j'aime bien, mais il n'a pas marché. Parce que C'est bien. Éric Rochant qui a fait ce film, il avait fait des films plutôt intellectuels comme ça avant. Et la critique l'a pas suivi. Ils ont dit qu'il se vautrait dans le commercial ou je sais pas quoi. C'était pas tellement commercial, non, Total Western en plus, non. Non, parce que ça fout la boule, ça fout les boules un peu ce film. C'est vrai que c'était un peu dur. C'est vrai que c'était un peu dur, mais c'est un film à voir au moins une fois. Ah ouais. Non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que j'ai un rôle qui m'amuse. Ouais. Ça sent que vous jouez le salaud avec jubilation. Oui, oui, bah oui, mais c'est un metteur en scène qui me pousse à ça, hein. De moi-même, il me poussait à aller. C'est comme dans Condorman de Walt Disney. Oui, Il y bien a sûr. aussi le metteur en scène Charles Jarrott, qui était un grand metteur en scène américain ou canadien, je sais pas. Lui, il me poussait à surjouer dans certaines scènes parce que je jouais un méchant hystérique, quoi. Je jouais des chefs des escadrons de la mort du KGB. Donc, il voulait que ce soit vraiment violent, quoi. Donc, il me poussait dans des extrémités comme ça. De moi-même, j'aurais pas osé aller aussi loin parce que je suis quelqu'un de plutôt réservé et qui aime bien la sobriété comme ça. Mais là, il n'y avait pas de sobriété. Hein. Non, c'est vrai. Et est-ce que vous avez... ni dans Total Western. Et dans le film Condorman, vous avez un œil en acier qui était à ce qui paraît une vraie torture à porter pour vous pour le tournage. C'était difficile, oui, parce que c'est une espèce de grosse lentille en plastique que le maquilleur me mettait sous. Il m'ouvrait les paupières comme ça, puis il me glissait le truc là-dedans. Et ça. Mais bon, en même temps, je savais que ça faisait un look formidable. Quoi. Mais est-ce que pour se concentrer pour jouer, quand on a quelque chose qui vous fait mal, c'est pas plus compliqué? On oublie. Quand on aime ce qu'on fait, c'est pas grave. On passe au-dessus on passe au-dessus de tout ça. Oui. Parce qu'on sait que le résultat va être quand même incroyable. Quoi. C'était un résultat incroyable, ça. C'est vrai que Condorman, je vous le conseille aussi. Je crois qu'il est sur Disney+. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je sais que les auteurs, les réalisateurs, les auteurs, ils voulaient faire une suite à ça, mais ils l'ont jamais fait parce que le film n'a pas spécialement bien marché. En fait, c'était une sorte de James Bond pour les gosses, quoi. Ouais. Mais alors, il est drôle, il est très drôle. Alors, quand on parle de vie d'homme aventureuse, moi, il y a une anecdote que je trouve savoureuse que j'aimerais que vous nous racontiez. Ça se passe à La Vallée de Barbel Schroeder. Oui. Et là, à un moment, vous partez vous balader dans la forêt. Oui, ah bah oui. Il y a eu un problème pendant le tournage que tout a brûlé dans une des cases que nous construisaient les papous. Donc, on a dû arrêter le tournage pendant un moment, le temps de faire venir de Paris les costumes pour Bulogier, les câbles, des projecteurs, tout ça, parce que tout avait brûlé. Donc, on était un peu, disons, en stand-by, quoi. Moi, j'avais amené ma guitare et un jour, je suis parti comme ça dans la forêt avec ma guitare. J'avais peut-être pris un peu de LSD, il me semble. Quelque chose un peu, une petite folie comme ça. Et je suis parti pieds nus même. C'était un peu dangereux parce qu'il y avait des serpents, il y avait des araignées, il y avait des trucs. Enfin bon, voilà, pour les cinglés, il y a un dieu protecteur aussi, hein, pour les actes de fou, un peu comme ça. Il faut prendre des risques dans la vie. Et je suis parti avec ma guitare, puis je me suis mis à jouer, et d'un seul coup, il y a un papou, parce que ça se passait en Papouasie, de l'autre côté du globe, un peu plus loin que l'Australie. Et il y a un papou qui a débarqué, il avait une espèce de guimbarde, ils se font des guimbardes en bambou. C'est pas en acier, c'est en bambou, et ça fait des sons assez formidables comme ça. Je me suis accordé sur ça, sur le son qu'il avait, et j'ai improvisé pendant que lui jouait ses trucs, et on a fait un concours comme ça. Enfin, pas un concours, Un bœuf. Hein? Un bœuf. Oui, voilà, un genre de bœuf. Alors que lui ne parlait pas français, et moi je parlais pas papou.
Et donc, on a eu un langage comme ça, un langage à travers la musique. Ça, ça a été un beau moment pour moi, ouais, un beau moment. C'est incroyable. Qui a duré, en plus, ça a duré, on a vraiment joué longtemps ensemble, comme ça, ouais. C'est incroyable. En parlant de langage, justement, vous avez joué dans beaucoup de films étrangers. Oui, pas beaucoup, mais un peu, oui. Mais pour le langage, vous parlez beaucoup, vous parlez bien anglais, vous parlez pas mal. Je sais pas, c'est quand même un peu limité, mais je crois que j'ai un bon accent, puis j'apprends les textes et tout. Mais ce qui m'est arrivé de plus intéressant, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai joué un film à Berlin, qui s'appelait Jetzt und Alles. C'est un film de Dieter Meier qui était le chanteur du groupe Yellow. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il a fait un film qui s'appelait comme ça, Jetzt und Alles, ici et non, cela est tout. Je veux ceci et tout, quoi. C'est un peu, c'est la rêve d'un mec qui veut tout, quoi. Et là, j'ai joué en allemand. Je ne parle pas allemand. Comment on fait alors dans ce cas-là? J'ai tout appris phonétiquement. D'accord. Au début, j'avais dit, bon, bah, tu vas apprendre phonétiquement et puis on te doublera après. Mais moi, je suis très orgueilleux et j'ai bien travaillé, puis j'ai une bonne oreille. Et j'ai appris et j'ai sorti toutes mes phrases. Bon, je ne jouais pas en allemand, un allemand. Je jouais un mec qui vient en Allemagne pour faire un coup, pour faire un hold-up, et qui travaille avec un petit jeune, et que le petit jeune, lui, c'est lui qui va au contact pour les trucs. Mais avec lui, avec le petit jeune, j'explique le plan, je lui parle en allemand et tout. Et finalement, ils ont gardé ma voix dans le film. Génial. Malheureusement, le film n'est jamais sorti en France. Ah. Non. Dommage. Mais il est sur Internet. Il est sur Internet. Ouais. Eh ben, écoutez, je vais vous trouver le lien et je le mettrai en description. N'hésitez pas. Jetzt und Alles. Yes, allez, je vais noter. Un autre lien à mettre en description parce que vous êtes acteur, mais vous êtes aussi chanteur. Et là, vous venez de sortir un album. Ah oui, je viens de sortir un album qui s'appelle Méphistophélange. Ouais. Avec une magnifique chanson sur une chanteuse disparue. Ah, c'est Amy Winehouse qui était pour moi un petit génie, mais qui était tellement merveilleuse et qui chantait tellement formidablement. Elle n'a pas supporté la pression. Elle s'est trop défoncé la tête. Elle buvait, elle se défonçait. Elle est morte à 27 ans. Il y a toute une mythologie des 27 ans, oui, bien sûr. Ans, ouais. Et moi, je vous conseille après d'aller voir vraiment le clip en entier. Et là, vous verrez Jean-Pierre Calfon. Ça rigole pas. Demain, d'ailleurs, je vais continuer. On a commencé avec un ami qui connaît l'IA, l'intelligence artificielle. On est en train de faire un clip sur la chanson d'ouverture qui s'appelle Noir la nuit, qui parle de la guerre qui risque de nous tomber sur la tronche. Donc, on est en train de faire un clip avec l'intelligence artificielle. Lui, il s'y connaît. Moi, je regarde et on construit le scénario petit à petit ensemble. Comme ça va être un sacré truc, j'espère. Eh ben, on a hâte de voir ça. Moi aussi. Et enfin bon, ça va nous prendre un peu de temps parce que on fait un jour, après on laisse reposer. Bien sûr, oui. Et puis on revient dessus parce qu'il faut que les idées arrivent pour scénariser le truc petit à petit, oui. En tout cas, vous avez une chaîne YouTube. Comment? Vous avez une chaîne YouTube bon pour vous mettez les clips. Et on mettra le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner et à liker, s'il vous plaît. C'est gratuit. Oui. Hein. En tout cas, merci Jean-Pierre. Mais de rien. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Bah, merci à vous. Nous, la prochaine fois, on se voit avec un cascadeur de père en fils. Il a joué dans plus de 100 films et restez avec nous, ça va être très très instructif. C'est qui? Il s'appelle Kevin Conseil. Son père s'appelle Conseil. Kevin aussi. Conseil? Oui. Kevin Conseil, il doit avoir 40 ans. Son père était cascadeur, il a fait plein de films avec Belmondo. Avec Rémi Julienne. Rémi Julienne. Mais et lui, il est cascadeur et il est aussi derrière la caméra, c'est-à-dire que quand il y a des travelling de cascade, c'est lui qui les fait. Et il a joué dans plus de 100 films, dont Bien vu chez FT, dont Le Comte de Monte Cristo, dont Les Trois Mousquetaires. Et je vais aller chez lui, il va me montrer ses appareils et ses cascades et ce qu'il fait et il va tout nous expliquer. Moi, dans Comte d'Orman, il y avait Rémi Julienne qui assurait les cascades. Et les Américains, quand ils venaient en France, ils venaient toujours voir Rémi Julienne. Mais je crois que il vient de décéder. Tout le monde allait voir Rémi Julienne, mais c'est son fils qui a pris la relève là. Oui. Ouais.
Ouais. Et il est mort il y a pas longtemps, Rémi. Ouais, ça fait quelques années, non? Hein? Ça fait quelques années, je crois. Je Ouais, vérifie, mais il y a mais 2 ans, peut-être 3 ah ans. oui, j'aurais dit plus. Attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Dites-moi tout. En 21, ça fait 4 ans. Ah, il est mort il y a 4 ans quand Ouais. même, on se rend pas compte. Ouais, ça passe vite. Le temps passe. Le temps passe. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Et nous, on se voit très vite. Ciao, ciao. J'ai écrit une pièce de théâtre Vous avez écrit une pièce de théâtre qui n'est pas encore jouée, que j'espère faire jouer un jour. Ouais. Je dois la donner à quelqu'un à mettre en scène, ou peut-être la jouer moi-même. Et ça parle de quoi, cette pièce de théâtre? C'est L'homme à rien faire. Et j'avais vu un film avec Elvis Presley qui s'appelait L'homme à tout faire. La traduction française, un peu débile, c'est pas la traduction, c'est le titre français d'un film d'Elvis. Et moi j'ai dit, ah bon, l'homme à tout faire, ben moi je vais faire l'homme à rien faire, voilà. Et c'est une pièce à 2 personnages avec le directeur d'une société, Rien Unlimited, Okay. la société Rien Unlimited, qui reçoit des gens, il fait passer des castings à des gens et il reçoit un mec, là, et donc la pièce, c'est entre les deux, voilà. D'accord. Mais ça serait donc une comédie vaudeville? Ah oui, pas vaudeville, non. Une comédie. Une comédie débile. Comédie débile. On a hâte de voir ça aussi. Voilà. Jean-Pierre Calfon, toujours plein de projets, c'est ça qui fait plaisir. Eh ben oui, il faut. Je vais faire des concerts là bientôt, j'espère. J'ai un manager qui est en train de chercher des concerts et je pense que vers le mois de juillet, il va y avoir pas mal de concerts, ouais. Eh ben, écoutez, on vous tiendra au courant. Dans différentes villes. Avec plaisir. Allez voir ces musiques, vraiment, sincèrement, c'est du rock. Ah oui, allez-y. C'est très très bien. Il a un groupe de musiciens qui sont extraordinaires. Ah oui. Et vraiment, allez faire un tour. Il y a 14 chansons sur ce dernier disque, sur mes Christophe et l'Ange. 14 chansons dont j'ai écrit toutes les paroles. Et j'ai fait 2 des musiques. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire gagner un disque à quelqu'un? Oui, pourquoi? Eh ben, écoutez, vous savez quoi? Partagez cette vidéo. Mettez-le en commentaire et je vous ferai gagner un tirage au sort. On fera gagner le disque de Jean-Pierre Calfon. Et en plus, il y a un poster dans le disque. Ah oui, il est beau. Hein. Il est très très beau. Ouais. Dessiné par un artiste qui a été chanteur aussi d'ailleurs. Tristan de Quatre Mars. Tristan di Quattro Stagno. Et qui avait chanté à l'époque je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça, je sais plus, après, je connais pas des paroles. Il a eu fait un gros succès, mais il a pas continué comme chanteur, il est peintre. C'est un très bon peintre, enfin, très original. Ouais. Et puis vous avez un groupe de musiciens. Oui. Les musulmans fumants, il s'appelait. Le groupe de Tristan. De peintres qui s'appelait les musulmans fumants. Oui. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Mais non. Et merci, mais non. À très vite. Merci Jean-Pierre. De rien. C'est incroyable.